Monaco-Strasbourg, il fallait lutter pour ne pas s'endormir. Les playoffs d'Euroleague commencent, il ne va pas falloir se désunir. Face à Clermont, le RCT retrouve le sourire. Week-end de finale à Beaulieu-sur-Mer et Ivan Ivanov, ça promet pour l'avenir. Le tout avec Lisa Roel à la présentation, pour votre plus grand plaisir. And welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur EDJ FM. Il est 18h15, bienvenue dans Azurément Sport, on est ensemble pendant 3 quarts d'heure et si les jeux de mots bancals de Bastien Rack, votre présentateur préféré, vous manquent déjà, ne vous en faites pas, on refait le week-end avec lui. Et on commence par la Formule 1, Charles Leclerc a enfin posé le pied sur le podium cette saison, le Monégasque termine 3ème au Grand Prix d'Arabie Saoudite. En interview d'après-course, il souligne la perfection de son équipe ce dimanche, autant sur la piste qu'en dehors. Dernier élément à parfaire, les qualifications qui font toujours défaut à Ferrari. En Pro B, manque de précision et d'adresse chez les Sharks, les hommes de J.D. Jackson s'inclinent à Chartres 76-71, le CCMB qui joue le maintien cette saison a sorti toutes ses armes face aux joueurs d'Antibes ne trouvant pas leur rythme. Rendez-vous manqué, il faudra se ressaisir face à Orléans vendredi soir. Du côté du handball féminin, les Niçoises ont été autoritaires face à Besançon. Malgré le carton rouge de Luna Benzet, elle s'impose 37-32, une belle opération dans la course au top 5. Il reste encore 7 matchs à disputer, mais cette victoire laisse beaucoup à espérer. En football américain, à la mi-temps, Nice menait 3-0. En deuxième période, les Marseillais ont coupé l'air aux Dauphins. Score final 3-14. Prochaine rencontre à domicile dimanche 27 avril face aux Grizzlies catalans. En National 2 de football, les Grassois ont concédé le nul face à Saint-Priest. Les hommes de Loïc Chabat sont menés au score mais n'ont pas tenu. Grasse se déplacera à Toulon pour prendre un peu d'air. Ce sera sans Alexis Bozetti. L'AS Cannes par contre a rempli son contrat vendredi soir. Victoire difficile 2-0 face à Istres. Il reste à 8 points du leader Le Puy. Pour continuer de croire à la montée en nationale, il faudra gagner face à Bergerac ce vendredi à huis clos. Pour rappel, le club avait été sanctionné suite à des comportements inappropriés de certains supporters hier. On reste sur la pelouse avec l'actualité du ballon rond, c'est parti. Guessant, le but d'Evan Guessant. C'est parti pour Azurément Goal. Sans victoire depuis 5 matchs, Nice recevait Angers ce dimanche. Les Aiglons devaient s'imposer pour encore espérer jouer l'Euro la saison prochaine. Louis Marmion. Suite à la blessure au genou du capitaine Danté la veille du match, c'est Ndachimille qui porte le brassard dans une défense à 3 avec Abdi et Abdelmonem. L'entame du match est niçoise, les Aiglons se procurent plusieurs occasions par l'intermédiaire de Bounani et du capitaine du jour, sans inquiéter les Angevins. Leurs efforts sont récompensés à la 36e minute, avec l'ouverture du score de Pablo Rosario. Bounani centre parfaitement sur son milieu, qui n'a plus qu'à ajuster sa tête à bout portant du portier adverse. 3e but pour le néerlandais cette saison, 1-0 pour le gym. Les Niçois maîtrisent et ne laissent que peu d'occasions aux Angevins dans cette première période. Les Rouges et Noirs devaient se mettre à l'abri rapidement pour assurer les 3 points, et c'est ce qu'ils ont fait, Louis. Les hommes de Francaise n'ont attendu que 2 minutes pour doubler la mise. Klaus centre 2e poteau sur Abdi, la première tête du Tunisien atterrit sur le poteau et revient une nouvelle fois sur son crâne, un but chanceux mais opportuniste du défenseur niçois, 2-0 pour le gym. 5 minutes plus tard, sur une erreur de relance de Boulka pour Ndachimille, les Angevins en profitent pour réduire l'écart. Les Aiglons n'ont alors plus le droit à l'erreur, ils se remettent alors dans le sens de la marche pour refaire le break en vain. Les Rouges et Noirs se font peur jusqu'au bout avec un dernier coup franc angevin. Boulka arrête la dernière offensive sans peiner. Score final 2-1. Une victoire qui fait du bien pour le gym qui n'avait plus gagné depuis 1 mois et demi. Ce succès permet à Nice de revenir dans le top 5. L'AS Monaco, 2e au moment du coup d'envoi, recevait un jour plus tôt Strasbourg, 6e. Une affiche de haut tableau où l'ASM n'a pas pu faire mieux qu'un match nul à domicile, Louis. Peu d'occasions en début de match, l'ASM impose tout de même son rythme avec en chef d'orchestre Magnès Akliouche. Le milieu offensif déclenche une frappe à l'entrée de la surface, mais repoussée par le portier strasbourgeois. Les Monégasques continuent de pousser, mais le gardien du Racing reste vigilant. En toute fin de première période, Caio Henrique est parfaitement servi en profondeur et décale ensuite pour Pierrette, qui n'a plus qu'à finir dans le but vide. La VAR est appelée, le but est refusé. Hors-jeu de Caio Henrique, 0-0 à la mi-temps. Les Monégasques sont entreprenants, mais sans encore trouver la solution. L'ASM va continuer de pousser, sans jamais y arriver. Le début de la seconde période est plus compliqué pour les Monégasques. Philippe Combe doit intervenir à 2 reprises sur des frappes de Valentin Barco. Les buts sont absents, mais l'envie est bien présente des 2 côtés. Le club du Rocher reste néanmoins dangereux dans les airs, sans trouver la faille. En fin de match, l'ASM s'est fait peur. Cafouillage dans la surface, le ballon traîne, Emmanuel Emega reprend de la tête et ouvre le score. Enfin, c'est ce qu'il pensait. La VAR est une nouvelle fois consultée. Hors-jeu de l'attaquant néerlandais. Le match en restera là, score nul et vierge.
Un score nul qui a des conséquences pour l'AS Monaco. Le succès de l'Olympique de Marseille face à Montpellier permet au club phocéen de repasser devant le club monégasque. Des points perdus qui auront peut-être une incidence à la fin de la saison. Direction les parquets avec l'actualité du club du Rocher. Mike James. C'est parti pour Azurément Clutch. Une semaine sans Euroleague, une unique rencontre à gérer, mais pas n'importe laquelle. En déplacement à Dijon, Monaco avait un objectif simple, s'imposer pour reprendre la tête du championnat. Face à une GDA accrocheuse, Alpha Diallo et ses coéquipiers savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir se contenter du minimum syndical. Lisa Fernandez-Martins. Premier point signé Dijon et déjà Alpha Diallo monte au cercle, un dunk à 2 minutes 45 de jeu comme une mise en garde. Mais ce premier quart est dominé par l'intensité défensive de la JDA, repli express, aide efficace, pression constante, Monaco est mise en échec, ne doit sa survie qu'à un 3 points de Tarpé au buzzer, 17-16. Deuxième quart, nouveau coup de chaud pour les Monégasques, plus 4 en quelques possessions pendant que Dijon reste muette. Mais les hommes de Nenad Markovic réagissent avec panache, pression, interception, vitesse. À 3 minutes 10, il repasse devant, Diallo discret mais pression et revient au scoring avec un drive tout en puissance, les deux équipes se rendent coup pour coup, et comme un clin d'œil au premier quart, Tarpé égalise à 3 points, encore au buzzer, 35 partout. 35-35 à la pause, Dijon répond présent, mais jusqu'à quand ? Dans une salle en fusion, la Roca Team va devoir trouver des solutions pour éviter le piège. Lisa, la JDA peut-elle vraiment faire tomber le leader ? Le retour des vestiaires est plus fluide, les ballons circulent, le système se pose. Le jeu devient plus collectif, Mike James sort de sa torpeur et Dijon flanche. Près d'1 minute 30 sans marquer et Monaco en profite, plus 10 à la fin du quart. Mais pas le temps de savourer, Dijon revient vite, à l'énergie, à l'adresse, 52-58 avant le Money Time. Et quel Money Time ? Diallo et Djaïté sont omniprésents, défense, pénétration, rebond, mais la JDA sort une adresse extérieure chirurgicale, à 47 secondes du terme, 75 partout. Diallo met un lancer, puis Axel Julien répond avec un lay-up clutch face à un Djaïté passif, 77-76, il reste 7 secondes. James prend le tir qui finit en gamelle, les Monégasques pensent alors perdre pendant quelques millièmes de seconde, mais c'était sans compter sur le MVP. Djaïté surgit, récupère le rebond offensif du tir raté de James, panier de la gagne, 77-78. Dijon aura alors une dernière balle, une dernière chance, un écran parfaitement exécuté mais non transformé. Monaco s'en sort, mais a tremblé jusqu'au bout. 15 points, 6 rebonds et un gros 23 déval pour Mike Djaïté qui sauve la Roca Team dans ce match. De bon augure pour la suite, surtout quand l'enjeu grandit, Lisa. Prochain rendez-vous pour Monaco, et pas des moindres, double affrontement contre le Barça au premier tour des playoffs d'Euroleague. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Une nouvelle saison démarre et le coach Vassilis Spanoulis est bien au courant. Les playoffs sont une histoire différente. Nous nous sommes énormément battus cette saison pour avoir l'avantage du terrain qui est vraiment important, puisqu'en cas de 5e match, il se jouera à domicile. Mais d'un autre côté, c'est un nouveau départ pour nous. Il va falloir être prêt pour affronter Barcelone et montrer que tout est possible. C'est une nouvelle chance d'atteindre le Final Four. Mais avant de penser au Final Four, il faut remporter ce premier tour face aux Catalans. D'autant plus que sur les 3 dernières saisons, Monaco n'a jamais gagné son match 1. Mais l'intérieur Mame Djaïté compte bien enrayer cette série. Pour y arriver, il faudra gérer les passages à vide. Il y aura des moments faibles dans la série, il y aura des moments faibles dans le match, il y aura des moments faibles dans des cartons. Enfin, ça va arriver. Et nous, faire en sorte que le moment faible soit le plus court possible. On s'est préparé toute la semaine. On va savoir se remobiliser le plus possible. Je pense que l'équipe va réussir à rester solidaire, à rester dans son plan de jeu, va réussir à remporter le match, à remporter la série. Première entre-deux de ce match 1 entre Monaco et Barcelone, ce mercredi soir à 19h à Gaston Médecin. Ce week-end, c'est le retour du semi-marathon international de Nice. En 2024, plus de 11 000 participants avaient pris le départ. Pour en parler, on accueille Pascal Thiriot, président de l'association Azur Sport, qui organise l'événement. C'était au micro d'Hugo Petitjean et Quentin Barbazin. L'édition 2025 aura lieu ce week-end, principalement dimanche, avec la grosse distance, 21,1 km pour être précis. Il est possible aussi de courir seulement 10 ou 5 km. C'est ça le principe de l'événement, rester accessible à tous ? Oui, depuis plus de 30 ans que je préside cette association,
Je travaille sur la démocratisation de la course à pied, et donc de rendre accessible à tout le monde la course à pied. Et le week-end va même démarrer le samedi après-midi avec un relais des familles pour ouvrir aussi la course à pied aux jeunes et aux parents. On parle de semi-marathon international. Il y a beaucoup de coureurs étrangers, c'est pour ça qu'on le qualifie comme ça ? Il y a beaucoup de coureurs étrangers, mais surtout on met des têtes d'affiche. Derrière, donc des coureurs africains, des hauts plateaux, pour toujours jouer la performance et avoir des locomotives. Et on est à 20% d'étrangers. Combien de participants cette année exactement ? Cette année, on va avoir un week-end avec plus de 17 000 personnes. On a été obligé de modifier le programme. L'an dernier, on avait 11 000 personnes sur la distance 21 et 10 qui partaient tous en même temps. Et là, ça passait plus maintenant. Donc, on a fait le 21 km. Donc, ne courront ensemble que ceux qui partiront pour le 21 km à 8h du matin et le 10 km à 11h. Et à midi, le 5. Et les plus téméraires pourront même enchaîner les 3. Oui. Et quelles sont les spécificités de ce parcours ? La promenade des Anglais, je suppose, et après peut-être partir un peu dans les hauteurs, non ? Ou alors ça reste que sur la prom ? Non, on fait une bonne partie sur la promenade des Anglais. On s'en va, on prend le quai Aérobac-KPE, on s'en va sur le long du port, on revient par derrière et ensuite on va dans les jardins Albert Ier. Donc on essaye de faire découvrir une certaine facette de la ville de Nice. Pas aussi large que je le souhaiterais pour des raisons de sécurité, mais en tout cas, on aura un bon cliché et de très bonnes images pour tous les touristes qui vont être là. Je l'ai dit, là, le but c'est de faire aussi découvrir la ville de Nice, c'est ça, à la fois pour les coureurs, pour ceux qui vont pouvoir les applaudir aussi, parce que j'imagine qu'il y a des participants qui viennent un peu mettre de l'ambiance là-bas. Ah oui, non, mais c'est un week-end qui va être très très chargé, donc il y aura beaucoup de monde. Je vous dis 17 000 personnes, on sait en moyenne qu'ils sont accompagnés par 2,5 personnes en moyenne, donc ça va faire du monde au-delà des purs niçois qui seront spectateurs. Je crois savoir qu'il y a une petite récompense si jamais on court vite chez les participants. Expliquez-nous un peu ce principe de récompenser, par exemple, si on fait moins de 1h09 les 21 km, on a 100 € offerts, si je dis pas de bêtises. Si vous voulez, on a voulu donner la possibilité, étant donné qu'on fait venir des coureurs internationaux, ces coureurs trustent la grille de primes. Donc pour s'élargir et donner la possibilité à quelques régionaux de pouvoir gagner un petit peu de monnaie, donc on a mis des primes à la performance pour les hommes et pour les femmes. Et comment on se finance comme ça pour une association ? D'où viennent ces financements ? Les financements viennent dans un premier temps de la collectivité de la métropole ville de Nice, une autre partie sur les partenaires privés et ensuite les inscriptions. Tous les dossards ont été vendus là, c'est sold out comme vous dites. C'est sold out, alors c'est vrai, c'est un phénomène d'après-Covid qui est national. Oui, les gens se remettent à la course en fait. Ah oui, les gens se remettent vraiment à la course et là on a des questions, des gens qui nous disent quand est-ce qu'on ouvre les inscriptions pour 2026. On dit attendez, laissez-nous déjà passer 2025 et puis on va repenser après 2026. Combien vous avez de personnes qui se mobilisent au sein de votre association ou autre d'ailleurs pour organiser un tel événement ? On a 7 salariés permanents, puisque on organise la prom classique au mois de janvier, le marathon du golfe de Saint-Tropez, le semi-Nice et le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes. Et cet été, on a aussi le village trail de la Colle-sur-Loup. Donc là, ce sont 7 salariés permanents. Après, on a au moment de la période de chaque événement, on a une quarantaine de piliers forts. Et puis, suivant l'événement, on a entre 4, 5, 600 ou même 1200 bénévoles qui sont là quand c'est le marathon. L'événement existe depuis 1991, c'est ça ? C'est ça. C'est une institution à Nice ? C'est une institution à Nice et pas qu'à Nice. On va dire le semi-Nice est gravé dans le calendrier national et international et reconnu par toutes les instances fédérales. On parlait du nombre de participants là, qui a déjà donc bien augmenté par rapport à l'année dernière. Vous avez une jauge où à un moment donné vous allez dire on ne peut plus accueillir, on ne peut pas augmenter encore oui, on a une jauge qui est qu'une jauge technique du fait, si vous voulez, qu'on est obligé de faire un grand événement, mais dans un espace très réduit. Donc il faut qu'on ait un peu plus d'espace
qu'on puisse s'exprimer un petit peu plus et surtout que le coureur puisse courir et prendre du plaisir. On est là pour essayer de faire des beaux événements et avec une vraie valeur ajoutée et que tout le monde y prenne du plaisir et pas que faire de la masse. Bon, au moment du départ, en tout cas, on le voit, hein, c'est une masse qui s'élance là sur la C'est impressionnant. Merci beaucoup Pascal Thiriot d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, donc le président de l'association Azur Sport qui organise donc ce semi-marathon international de Nice qui aura lieu ce week-end. Direction la terre battue désormais avec Azurément Slice. On a assisté cette semaine au dernier tournoi du tennis junior sur la côte. Ça se passait la semaine dernière à Beaulieu-sur-Mer et les fans qui venaient voir les futures pépites du tennis mondial ont été un peu déçus, Bastien. Oui, en tout cas, on avait des tableaux très relevés, surtout chez les hommes. On rappelle qu'il y a 300 points à aller chercher pour le et la vainqueur. Pour beaucoup, c'est le tournoi en France sur terre battue le plus convoité après Roland-Garros, mais le rendu final n'a clairement pas été au niveau des attentes. La finale fille en aura été la preuve. Elle opposait l'Espagnol Charo Esquiva-Manuls, tête de série numéro 3, à la Turque Deniz Dilek, tête de série numéro 8. Deux joueuses âgées de 17 et 18 ans qui sont censées arriver à maturité et commencer à toucher le très haut niveau. Mais ce que l'on aura vu pendant quasiment 2 heures sur le cours central de Beaulieu-sur-Mer, ce sont deux tenniswomen incapables de s'adapter au vent mais aussi au jeu de l'autre. On aura assisté à une opposition de style entre Deniz Dilek très offensive, souvent trop, et Charo Esquiva-Manuls beaucoup plus patiente en attendant la faute de son adversaire du jour. Résultat, dans les points importants, c'est la native de Valence qui s'impose. Score final 7-5, 7-5. Sous de nombreuses rafales de vent, on aura compté pas moins de 8 breaks dans le second set. Mais dans l'après-match, c'est la joie qui ressort chez Charo Esquiva-Manuls. Je suis très contente, j'ai très bien joué aujourd'hui et le reste de la semaine aussi. Ça a été difficile car il a fallu jouer à Nice en indoor, mais bon, je crois que j'ai su m'adapter à toutes les surfaces et que j'ai bien géré tout ça. S'enchaîne ensuite la finale garçon et même si on a vu un meilleur tennis, il n'y a clairement pas eu match, Bastien. Oui, malheureusement, c'est le risque quand vous assistez à une finale, la crainte qu'elle soit à sens unique et cette peur est devenue réalité. Pourtant, sur le papier, on pouvait s'attendre à un match plus serré entre deux joueurs non tête de série. D'un côté, le Suédois Ludvig Ed, en constante progression puisqu'il a sorti la veille Tish Bogard, récent vainqueur du J200 de Cap d'Aille. Face à lui, Ivan Ivanov, le Bulgare se porte quand même en favori puisqu'il a gagné la veille le double et qu'il n'a perdu qu'un seul set en simple. Le vainqueur de l'Orange Bowl sort d'une grave blessure en 2024 et retrouve peu à peu son meilleur niveau. On a vu du beau tennis, quelques rallyes, pas beaucoup de balles au milieu, ça frappait très fort mais on a eu droit aussi à de la variation avec des amortis. Mais Ivan Ivanov était clairement en mission, le Bulgare plus solide au service et doté d'un coup droit ravageur n'a fait qu'une seule bouchée de son adversaire, score final 6-2, 6-2 en un peu plus d'une heure. Ludvig Ed, crevé de sa demi-finale, n'a pu tenir la cadence. Ivan a très bien joué et plus intelligemment, j'étais complètement mort de cette semaine, de ces longs matchs. Hier, j'ai poussé mon corps au-delà des limites et je n'avais plus aucune énergie aujourd'hui. J'ai donné tout ce que j'avais, mais il a mieux joué. Maintenant, je dois me reposer un peu. Il y a un nouveau tournoi semaine prochaine. J'ai juste à continuer avec mon jeu, améliorer mon service, mon coup droit, juste devenir plus fort pour tenir de longs matchs et rester compétitif jusqu'au samedi. En face de lui, Ivan Ivanov a oublié son trophée sur sa chaise au moment de sortir du cours. Un signe de joie, de décompression, mais aussi de switch mental vers Roland-Garros. Oui, c'est une semaine parfaite, un doublé comme vous dites ici, et ça a été un plaisir de jouer devant les supporters français. Tout le monde est fatigué, ce sont les derniers jours, mais je pense avoir fait en sorte de souffrir moins que Ludvig, et ça a fait la différence à la fin. Je vais essayer de faire de mon mieux pour les prochains tournois et Roland-Garros, juste profiter du moment et de l'expérience. Et après le sacre du Bulgare, il était aussi l'heure de faire le bilan de cette semaine avec Christophe Ribeiro. Le directeur du tournoi est soulagé de voir enfin la lumière au bout du tunnel. C'était une semaine très difficile. Moi, ça fait 19 ans que je m'occupe du tournoi, que je suis directeur du tournoi. C'est la semaine la plus difficile depuis que j'organise le tournoi à Beaulieu-sur-Mer. Il y a eu des conditions catastrophiques avec des jours de pluie. Il n'y a pas beaucoup de cours couverts sur la Côte d'Azur. Il a fallu anticiper. C'était des départs à 7h du matin de Beaulieu. On finissait au camp à 23h, retour 1h du matin à Beaulieu avec des navettes. Mais grâce
a une très très bonne équipe d'organisation, des gens compétents. On est très content qu'elle soit finie et on espère déjà préparer et commencer à réfléchir pour la 29e édition et surtout pour la 33e édition. Dans 2 ans, on veut faire quelque chose de phénoménal. Prochain grand rendez-vous pour les futures pépites du tennis mondial, ce sera à partir du 29 mai 2025 pour Roland Garros Junior. On retourne sur le gazon, débrief du rugby avec Azurément Maul. Le Stade niçois a encore connu une lourde défaite contre Grenoble, 47-17. Un match où, malgré quelques tentatives, les Niçois n'ont jamais pu rivaliser face au leader de Pro D2, Malo Comore. Oui, clairement, Lisa, le Stade niçois a fait face à un Grenoble bien supérieur qui confirme sa place de leader. Après une entame prometteuse avec des essais et quelques points de Mathis Viard, ils ont rapidement été dominés. Notamment après la pause, ils ont pris un coup au moral. Mais on peut saluer le premier essai de Baptiste Dutard qui marque ainsi un moment fort pour lui et pour le club. À noter que la seconde mi-temps a été plus calme, mais le mal était déjà fait. Les Niçois devront se remobiliser pour leur prochain match contre Aix. Un derby qu'on a quand même hâte de regarder malgré un enjeu diminué pour les Niçois. Du côté de la rade, le RCT s'impose face à Clermont 31-24 dans un match très rythmé et plein de rebondissements, Malo. Franchement, le RCT a répondu présent dès la première minute et ils n'ont pas laissé Clermont respirer. On aurait pu croire à un petit coup de mou après l'élimination au quart de finale européen, mais pas du tout, ils sont rentrés avec les crocs. Dès le coup d'envoi, ils mettent la pression, Dan Bigard joue la touche plutôt que les 3 points, ça montre l'intention et ça paie. Dès la 7e, Tolofoa marque. À partir de là, les vagues rouges s'enchaînent et Toulon inscrit 3 essais en moins de 6 minutes entre la 27e et la 33e minute. On a vu un RCT ultra réaliste, surtout dans le premier acte. Les 3 quarts ont fait la différence à chaque ballon. Carrément, Daumont, Dréan, Saint-Zel, ils ont mis la défense clermontoise au supplice. Marius Daumont perce plein axe après un dégagement de Bello. Dréan confirme qu'il est en feu cette saison. C'est son 11e essai 1-1. Il est toujours en tête du classement. Et Saint-Zel conclut une action de grande classe en 10 minutes et les assomme Clermont. On a senti une vraie dynamique offensive, une envie de jouer malgré le vent, malgré la pluie. Et puis Clermont n'a pas lâché. Tauzin inscrit un doublé en première mi-temps. Moala marque juste avant la pause. Bézi relance l'espoir après la mi-temps. Mais ça manque de liant. Techniquement, c'est trop brouillon. Et surtout, il y a une indiscipline chronique. Trop de fautes, des erreurs dans les zones de marque. Ça coûte cher à ce niveau. On sent une vraie évolution mentale du côté toulonnais. On a connu cette équipe parfois fragile, mais cette fois, ils tiennent. Clairement, ce match, ils auraient pu le perdre il y a quelques mois. Là, ils maîtrisent. En deuxième période, ils n'ont plus marqué, mais ils n'ont jamais paniqué. Ils ont construit un mur dans leurs 22 mètres. Clermont a poussé, mais n'a jamais trouvé la faille. Même avec un vent tournant, même avec un carton jaune en fin de match, le RCT tient bon. Et au classement, cette victoire compte beaucoup. Énormément, ils confortent leur 3e place et ils restent dans la course pour une qualification directe en demi-finale. Et quand on voit leur calendrier, il y a une place pour y croire. Surtout avec ce niveau de jeu-là. Toulon est bel et bien lancé pour la dernière ligne droite et cette fin de saison va être allaitante. On suivra ça de très près et ça commencera à Vannes ce samedi à 16h30. Pour poursuivre la page rugby, coup de projecteur sur ce sport qui ne fait pas les gros titres en principauté. Pourtant, il est celui de prédilection de la princesse Charlène. Le ballon ovale à Monaco, c'est une équipe faisant partie de l'ASM évoluant en Fédéral 2 et qui vient de terminer la phase régulière à la 4e place de sa poule. Synonyme de qualification en phase finale, Quentin Barbaza. Effectivement, Lisa, à Monaco, quand on parle de sport, on pense de suite à la Formule 1, au football ou au basket, mais rarement au rugby. Pourtant, sur les hauteurs de Beau Soleil, au complexe du Devins, l'AS Monaco Rugby y a établi son camp de base. Le club présidé par Thomas Riquet trace sa route depuis quelques années dans les divisions amateurs. Dans des rencontres où au printemps il flaire bon l'odeur des merguez, de la bière et du camphre sur les mollets, où dans les tribunes on chante quelques noms d'oiseaux, où on chambre l'adversaire au moindre tampon, et où parfois l'arbitre de touche est obligé d'utiliser un chasuble en guise de drapeau de touche. Bref, ce dimanche nous sommes offerts un retour à l'essence même du rugby lors du match de Fédéral 2 entre Monaco et les Angles pour la dernière journée de saison régulière. Une équipe du Gard première de la poule 3 et écoutez-moi bien, l'ASM l'a emporté 52-10, une victoire avec 7 essais réjouissant tout le club et qui surtout lance les monégasques sur les bons rails avant les phases finales, à en croire David Bolgachvili, le coach monégasque. En gros, il y avait tout aujourd'hui pour nous. C'est vrai que l'équipe d'en face, il était déjà qualifié aux premières places, mais du coup, voilà, on va dire que de l'autre côté, on n'a pas eu beaucoup de résistance, mais par contre, de notre côté, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut qu'on commence à avoir que devant nous et essayer de faire une grosse performance sur les phases finales à domicile.
Pendant la partie, Monaco n'a jamais douté et a rapidement fait plier les Anglois. L'ouvreur monégasque Loïc Le Gall a distillé pendant 80 minutes des ogivries aux quatre coins du terrain, des passes dans le bon tempo pour ses trois quarts. Bref, le numéro 10, passé par le Stade niçois, le Racing 92 ou le Sporting Club albigeois, a été l'un des grands acteurs de cette victoire. Et on avait coché ce match parce qu'il fallait qu'on valide avant de rentrer en phase finale, donc il fallait qu'on se place au mieux. Il fallait qu'on fasse un match complet, on l'a fait de la première minute jusqu'à la dernière, donc on est très content du résultat. Voilà, moi j'ai un rôle de mener un peu les mecs devant et puis organiser autour de moi et puis derrière. Aujourd'hui, on a mis beaucoup d'engagement, que ce soit devant et derrière aussi, donc quand on joue à 100%, tout le monde joue bien, fait un bon match et le résultat est là, quoi. Et si cette victoire a été un festival offensif, les trois quarts la doivent en partie à leur paquet d'avant qui a dominé en touche et en mêlée. Un 8-2 devant emmené par le deuxième ligne et capitaine de l'ASM, Jules Guette, bien évidemment satisfait après la rencontre. On s'est parlé, on s'est dit les termes un peu dans le vestiaire toute la semaine. Et voilà, donc aujourd'hui c'était une grosse intensité, on a mis du combat pendant 80 minutes, parce qu'on avait un peu du mal à faire, il n'y a pas de passage à vide, et c'était le top, quoi. Voilà, c'était une envie du début à la fin. Là maintenant c'est le barrage à fond, et étape par étape on va y aller après les 16e. Et pour garder l'objectif est de monter, bien sûr. Ouais. Au terme de cette phase régulière, Monaco termine 4e de sa poule, échoue à 2 petits points de la seconde place, ce qui leur aurait ouvert les portes des 16e de finale directe. Mais désormais, le viseur est fixé sur le match de barrage, une rencontre coup près où tout va se jouer sur 80 minutes. Ce sera face aux Rodaniens de Rieux-la-Pape le dimanche 4 mai à 15h. Merci Quentin pour ces précisions. C'est la fin des chroniques, mais pas de cette émission. Je vous ai préparé un quiz, c'est 2 questions par personne, et celui qui aura le plus de points gagnera la chance de rien du tout. On va commencer par Bastien. Donc tu nous as parlé du tennis à Beaulieu. Est-ce que tu saurais nous citer les 2 gagnantes de l'édition précédente, donc en 2024, en simple? Chez les hommes, c'est Henri Bernet. Chez les filles... Tyra Grant. Alors pour la fille, c'est bon. Mais chez les hommes, alors tu me mets un doute, du coup. Mais pour moi, Henri Bernet était effectivement en finale, mais il a perdu. C'est Butkov qui gagne ? C'est Butkov qui gagne. C'est Butkov qui gagne. Okay. Voilà. Un demi-point pour Bastien. Quentin, quel était le score du dernier match entre le Stade niçois et Aix-en-Provence ? Ah oui. 32... Gagne à la fin. 34-32 pour Aix. C'est presque ça, mais c'est pas ça. J'aurais dit 33-30 pour Aix. C'est exactement ça, c'est 33-30 pour Aix. On était sur place d'ailleurs et on avait vu un match de fou. Ouais, un match de fou furieux. Ouais. Lisa, question basket. Lors de la dernière rencontre de l'ASM face à Barça, c'était une défaite 84-89. Qui aussi. avait mis le plus de points côté monégasque et combien ? Si t'as déjà le qui, c'est... Contre le Barça, j'y étais en plus. C'est Monaco-Barça, sur la c'était défaite. en janvier. Ouais. Fais confiance en ton instinct. Ah ok, c'était Mike C'est James souvent lui. avec Est-ce que t'as un... 20... Allez, c'est bien. C'était 20... Je te l'accorde à 1 point après. Oula. Mais t'étais bien parti. 20... C'est 23, donc Ouais. ça marche. 1 point pour toi. Question foot pour Louis. Combien de matchs a joué Evan Guessero en Ligue 1 cette année ? Il dire des gros mots. Elle joue au début. Facile. En Ligue 1, en Ligue 1. En Ligue 1. Je dirais... À 2 près hein, pour lui du coup. Oui. C'est impossible. C'est impossible. Il y a problème de réponse. Le quiz est faux de toute façon. Pourquoi ? Tiens, donne un chiffre, toi peut-être Ouais. juste. Ouais. J'ai vu la feuille, c'est sûr c'est faux. Mais j'aurais dit... Ah non, ouais, dans sa 20... carrière ou de cette année ? Dans Non. sa carrière. Ah, dans sa Oui, dans sa carrière. carrière. Ah, dans sa carrière, je pensais qu'on parlait Ah cette pardon, c'est saison. moi du coup. Non, dans sa carrière. Oh là là, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Moi j'ai vu le chiffre. Mais j'ai pas 95. C'est trop. C'était 64. On revient sur Bastien. Une question rugby. En quelle année le RCT est rentré dans le top 14 ? Je peux demander de l'aide à Malo si tu veux. Ouh, c'est pas un vrai supporter, il va pas trouver. L'histoire. Non, je pense la dernière fois. La dernière fois qu'ils sont rentrés dans le top 14. Dernière fois. La plus récente. Mais est-ce qu'ils ont déjà descendu ? Oui. Je sais pas. À une année près, je te Je l'accorde. sais pas. Non, je sais pas. Ils savent.
faut bloquer une réponse. Non, Bastien mais vas-y, dis. Je sais Bah pas. non, mais bloque-toi, c'est ta question. Je sais pas. Bah, je fais confiance à Quentin de 2009, mais je l'avais pas. Il a lu sur la feuille, c'était 2008. Putain, tricheur, T'as toi. métier, hein, Oui, non. triche. Attendez, je regarde pas. Deuxième question pour Quentin, pour te faire réviser un peu la Formule 1. Combien de podiums a Charles Leclerc dans sa carrière? J'ai déjà fait cette question dans un de mes quiz. Ah oui, ça a changé. Oui, ça a changé ce week-end. Un de plus, quoi. C'est plus. Ouais. Dernière chance, vas-y. Vraiment plus? Ouais, vraiment. Enfin, pas énormément plus, mais un peu plus. Non, je te Tu jure, vois à j'ai travers pas- la feuille. Elle a fait podium. Vas-y, dis-nous un chiffre. Alors, c'était 43. Oh, je l'avais dit. Du coup, Lisa, je vais te demander combien de victoires a Charles Leclerc dans sa carrière. Ouais. Oula. C'est trop. Les gars, tranquille. Laissez-la réfléchir. Attendez. Vas-y, compte. Je sais pas. Ouais, il en a pas beaucoup. Genre, ouais, un truc comme ça, 8, 9. Ouais, moi aussi j'aime Tu bien bloques ça. combien? 9. C'est 8. Mais à un chiffre près, Et la seule franchement, fois où il c'est- joue pas, lui, il a toutes les réponses. Comment tu sais ça? Louis, on va rester sur Charles Leclerc pour clore l'émission. Quel a été son meilleur classement au championnat du monde pilote? C'est facile. Deuxième. En quelle année? 2022. C'est bien, c'est ça. Bravo Louis. Si vous voulez en savoir plus sur la F1, 100% Paddocks actuellement sur Twitch. On vous laisse switcher. Merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous mardi prochain, même heure. Bonne soirée sur DJFM.